Dans cette vidéo, je vais commenter ce que dit Aurélien Barraud. C'est un astrophysicien, un scientifique, aussi philosophe. D'ailleurs, je vais faire 2-3 commentaires sur la philosophie, et ma philosophie, elle est nietzschéenne. Enfin, je m'inspire de Nietzsche. Et il est aussi vegan ou végétarien, je sais pas trop, et je crois d'ailleurs qu'il est militant. Et à un peu plus grande échelle encore, à celle des molécules, donc de la complexité, donc de la chimie, donc du vivant, nous avons plutôt l'âge des aliments que nous avons ingérés. Nous sommes ce que nous avons mangé. Donc c'est vrai ce qu'il dit, en fait l'alimentation nous permet de nous construire physiquement, et si elle n'est pas adaptée, on a des problèmes physiques. En fait, si on est carencé, on ne fonctionnera pas correctement, donc on pourra avoir des maladies mentales par exemple. C'est la question pour laquelle le problème de l'alimentation ne peut pas être un parmi d'autres. Il n'est pas secondaire, il n'est pas anecdotique. Il est aujourd'hui assez clair que l'alimentation végétarienne ou végane apporte la meilleure solution. D'abord, du point de vue de la santé, des experts plus compétents que moi y reviendront, mais je crois qu'il est clair que l'excès d'alimentation carnée engendre un certain nombre de problèmes bien connus, vraisemblablement une recrudescence de cancer, qu'elle n'est pas adaptée aux dernières centaines de milliers d'évolutions de notre corps qui n'ont pas été habitués à une alimentation très riche en viande. Donc là, il raconte les bases de la propagande végane. Par exemple, les études sur la corrélation consommation de viande, cancer, elles sont biaisées, c'est bidon. En fait, ceux qui mangent de la viande, plus de viande, en général, ils bouffent plein de saloperies comme des charcuteries où il y a des sels nitrités, donc ça c'est cancéreux. Ils boivent plus d'alcool en général, ils fument, ils sont plus du genre à fumer. Il y a tout cet ensemble-là qui n'est pas pris en compte dans ces études-là. C'est pour ça que ce sont des études biaisées. En plus de ça, il dit qu'on n'est pas physiologiquement adapté à consommer de la viande, ce qui est complètement faux. Il suffit de tester, manger 1 kg de brocoli et puis manger 1 kg de viande. Je crois d'ailleurs que Pas Vegan l'a fait. Et puis, à l'échelle plus globale, on sait qu'il faut 3 à 4 fois plus de céréales pour nourrir du bétail qui nourrira des hommes que pour nourrir directement les hommes. C'est vrai pour l'élevage industriel, mais c'est pas vrai pour les élevages qui sont extensifs. Normalement, la plupart des animaux ne devraient pas manger des céréales, comme par exemple les bovins. Il y en a qui donnent beaucoup de céréales en complémentation ou de l'ensilage de maïs par exemple. Donc c'est la plante entière, donc c'est pas que la céréale, mais c'est la plante entière. Du coup, ils font une culture pour la donner aux animaux. Donc ça c'est vrai, mais il n'y a pas besoin de ça. En fait, ça c'est juste un modèle d'élevage qui est industriel. Et il y a moyen de faire un élevage qui soit extensif, qui soit par exemple des vaches nourries que à l'herbe, qui restent dehors toute l'année. Ça c'est possible, et ça c'est justement bon pour l'environnement. C'est très écologique. Il suffit d'ailleurs de voir la vidéo d'Alan Savory que j'ai traduit sur ma chaîne. Donc la vidéo s'intitule, si je me souviens bien, « Ton steak plus écolo que le tofu » ou un truc du genre. Donc, du point de vue de la situation de stress alimentaire dans laquelle se trouve la planète, l'alimentation carniste ne peut qu'être qu'élitiste, c'est-à-dire égoïste. Là, en fait, il veut qu'on ait mauvaise conscience. Il cherche à nous culpabiliser en utilisant la morale. Je vais revenir un peu plus tard sur ça, je vais développer un peu plus tard. Le second point, c'est celui du plaisir. Alors bien sûr, il est beaucoup plus difficile d'argumenter parce que la question est alors hautement subjective. Pourtant, je crois que dès lors qu'on s'affranchit de l'image d'Épinal un peu pénible du végétarien seul avec ses 3 feuilles de salade, tous ceux qui ont essayé ce geste alimentaire ont, à ma connaissance, reconnu qu'il était très bon en réalité, que l'alimentation végétarienne, pour le dire dans un vocabulaire d'antan, est goûteuse, qu'elle est compatible avec les attentes des gourmets et des gourmands, qu'elle peut être très généreuse ou au contraire très diététique. Ouais, enfin, en fait, pour que ce soit généreux, qu'on ait du plaisir à manger un régime végétarien, il faut beaucoup de préparation. Il faut beaucoup de préparation pour rendre les végétaux appétissants. Donc il faut des épices, il faut des condiments, il faut des préparations, cuire d'une certaine manière. Et puis, c'est un détail, mais peut-être pas tant que ça. Il y a aussi une force symbolique en cela que même quand on accepte de manger de la viande, il demeure des tabous.
On n'a pas ici en Europe maintenant envie de manger des yeux de chat ou des testicules de chien. Et en fait, quand la dent déchire la chair de la saucisse, on sait tous, même quand on mange de la viande, qu'on préfère ne pas savoir ce qu'on mange. Il y a toujours un dégoût latent. Et le fait que l'alimentation végétarienne permette d'échapper à ce risque ne veut pas tout à fait rien dire, parce que quelle que soit la manière dont elles sont préparées, les céréales de blé ou les pousses de soja ne dégoûteront jamais personne. Là, c'est juste des mœurs culturelles. En fait, si on ne mange pas des chiens, des chats, si on ne mange pas leurs yeux, leurs testicules, c'est juste des mœurs culturelles. Si on regarde par exemple les Maasai ou n'importe quelle autre tribu, ils vont manger vraiment toutes les parties de l'animal. Ils vont manger les testicules, ils ne vont rien jeter. On a ce luxe de pouvoir jeter certaines parties de l'animal. En fait, son avis là, c'est un avis d'homme civilisé. Autant dire domestiqué. Il vit dans un environnement urbain, détaché de la nature, et quand il voit des choses... rien que penser à des choses naturelles comme manger des testicules, ou des chiens, ou n'importe quel animal, il considère ça comme répugnant. Et évidemment, le plus important, c'est le troisième axe. L'axe éthique et symbolique. Alors c'est le plus important parce que qui aujourd'hui assume, en conscience et en connaissance, les milliers de milliards d'animaux qui sont vraisemblablement tués chaque année sans raison fondamentale? Qui assume les conditions d'abattage proprement consternantes, épouvantables, dont on sait qu'elles ne sont pas l'exception, mais la règle? Un nouveau témoignage insoutenable a été mis en ligne aujourd'hui. Qui assume ce qui est peut-être encore plus grave en fait, qu'avant cette mise à mort extrêmement effroyable, beaucoup des animaux en question n'ont pas même eu d'existence. Ce qui constitue presque un crime contre la vie, pourrait-on dire, contre l'essence de la vie, contre les prodromes de la vie. Là encore, il cherche à nous culpabiliser, il utilise encore la morale. Regardez tous ces morts, c'est comme si c'était quelque chose de mauvais, comme si c'était le mal. Et là aussi, il dit qu'on ne laisse pas se développer, s'épanouir les animaux. Ce qui est partiellement vrai, c'est vraiment vrai dans les élevages industriels, parce qu'ils ne voient vraiment pas la lumière du jour pour certains. Ils ne voient même pas le ciel, ils vont même pas à l'extérieur. Ils sont généralement tués plus jeunes. Tuer un jeune, c'est pas mal, je vais, comme j'ai dit, expliquer un peu plus loin. Mais ça, c'est faux dans certains élevages extensifs. Les élevages extensifs, justement, en général, ils prennent plus de temps. C'est aussi pour ça que la viande bio, par exemple, elle est plus chère. C'est aussi que des fois, les animaux, ils prennent plus de temps à se développer pour arriver au même stade qu'un animal industriel. Et enfin, qui assume les conséquences proprement dévastatrices de l'industrie de la viande sur la planète, qui est plus polluante encore que l'industrie des transports et qui nous conduit presque inexorablement, avec d'autres, entendons-le, à une situation de catastrophe planétaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dont les générations à venir, si tant est qu'elles existent, nous tiendront vraisemblablement rigueur. Comme je l'ai dit, c'est vrai pour les élevages industriels, mais c'est faux pour les élevages extensifs. Je vous redirige vers la vidéo d'Alan Savory pour comprendre pourquoi. Mais si l'élevage industriel est mauvais, les cultures intensives et industrielles, elles le sont aussi. Pourtant, force est de constater que nous ne le sommes pas. Je suis végétarien, beaucoup le sont dans cette pièce, mais nous ne sommes pas massivement, globalement, unanimement végétariens. Ça reste une mouvance marginale, c'est un fait. Pourquoi ? Je pense que la raison a trait à cette chose très simple qu'on appelle l'habitus, au sens originel d'Aristote, c'est-à-dire cette conjonction d'habitudes très importante dans les comportements alimentaires qui ont un rôle socialisant et de vertu. Vertu, là encore, en son acception originelle, c'est-à-dire en tant que puissance d'agir. Il y a incontestablement une démonstration de puissance d'agir dans le fait de déchiqueter la chair de l'animal mort par notre décision au moment où on l'ingère. Bon, là je vais développer. Il donne beaucoup d'arguments en faveur de la morale, mais il faut savoir d'où vient cette morale occidentale. Donc là, je vais aller dans la philosophie de Nietzsche. En fait, Nietzsche, il explique que cette morale, elle vient des faibles, ou des esclaves. Ils étaient dominés par les forts. Comme ils ne peuvent pas faire la même chose que les forts, ils ne peuvent pas posséder la même chose que les forts, alors ils ont du ressentiment envers eux. C'est comme ça qu'ils ont créé la notion de bien et de mal.
En fait, eux, les faibles, sont les bons. Les forts sont les mauvais. Ils ont aussi inventé l'au-delà. Les faibles, les bons, ils vont aller au paradis. Les forts, qui sont mauvais, ils vont aller en enfer. Voilà, ils créent un monde imaginaire où où les forts seront punis. Donc voilà, ça c'est la morale basée sur le ressentiment. Et c'est ce qui a créé la morale occidentale, donc la morale chrétienne. Et donc, les faibles, ils ont cette morale de faible, donc la morale du bien et du mal, et avec cette morale, ils vont essayer de donner mauvaise conscience aux forts. Ils vont les culpabiliser. En fait, ils vont inverser les valeurs des forts. Donc en fait, si un fort, si quelqu'un a de l'abondance, c'est mauvais. Ce qui sera perçu comme bon, comme bien, c'est l'abstinence, le jeûne, ce genre de choses. Et c'est comme ça que les faibles ont rendu les forts faibles aussi à leur tour. Du moins moralement, mentalement. Avec cette morale-là, les forts ne s'affirment plus en tant que forts. Et qu'est-ce qu'il veut le faible? Qu'est-ce qu'il veut l'esclave? Il veut la sécurité, la paix, l'égalité. Il ne veut pas avoir à se défendre parce qu'il est impuissant et il ne veut rien risquer. Contrairement au fort, lui, le fort, il risque certaines choses. C'est dans sa nature. Et pourtant, cette violence, il faut la justifier. Et les axes de justification traditionnels sont essentiellement suivant 3 directions. La première, c'est ce que les végétariens appellent le cri de la carotte. Donc le cri de la carotte, c'est l'argument qui consiste à dire, après tout, les végétaux ont le droit de vivre aussi, ils souffrent aussi, donc pourquoi sauver spécifiquement les animaux? Alors cet argument est doublement non recevable, d'abord parce que dans l'état actuel des connaissances, les végétaux ne souffrent pas, au moins pas suivant les schèmes dont nous avons conscience. Et ensuite, parce que quand bien même nous voudrions les sauver, il faut 3 à 4 fois plus de végétaux pour nourrir des animaux qui nourriront des hommes que si on se nourrissait directement avec les végétaux. Donc c'est factuel, pour sauver les plantes, soyons végétariens. Eh ben, là, ça dépend des végétaux. Si on donne des végétaux qu'on a fait pousser dans des cultures, comme justement le maïs pour les vaches, là oui, là je suis d'accord. Mais ça c'est vrai pour l'élevage plutôt industriel, pour l'élevage intensif, mais pour les élevages extensifs, comme par exemple ce que promeut Alain de Savory, ou même moi là avec mes vidéos, avec le pâturage tournant dynamique, avec des vaches qui sont nourries exclusivement ou en très grande partie, en majorité, avec de l'herbe pâturée, ben là c'est faux. Les pâturages, eux, ils sont pro-vie. Les pâturages, normalement, il y a des haies autour, donc ça permet d'abriter des animaux. Il n'y a pas besoin de mettre des pesticides sur l'herbe. Le pâturage, c'est ce qui est de plus écolo. Contrairement à des cultures, même bio, en fait, les champs de culture, de monoculture, quasiment toutes sont coupées. C'est plus pratique. Ça permet de ne pas avoir aussi de nuisibles, enfin ce qu'ils appellent les nuisibles, les animaux qui vont bouffer une partie des cultures, donc comme les oiseaux, ce genre de choses, les sangliers, les chevreuils, ça il faut les tuer. En fait, indirectement, les véganes, avec leur alimentation, ils tuent toujours des animaux. C'est juste qu'ils ne le voient pas. En plus de ça, c'est des cultures qui nécessitent des pesticides, même en bio, des fongicides. Il faut généralement labourer. Il existe des techniques sans labour, mais la majorité, c'est avec du labour. Et ça tue la vie dans les sols. Les cultures, c'est mortifère. Et puis, il y a quelque chose d'un peu indécent, cet argument. Parce que vous savez, l'empathie soudaine des carnistes pour les plantes, c'est un peu comme celle des intégristes catholiques pour les droits des femmes. Il faut qu'il y ait une musulmane voilée dans la pièce, hein, sinon ça les intéresse pas beaucoup, cette question. Le deuxième argument, qui est traditionnel, c'est précisément celui de la tradition. Nous l'avons toujours fait. Alors ça, c'est évidemment le plus mauvais argument possible au niveau éthique. Parce que par la tradition, on pourrait justifier la domination des Blancs sur les Noirs, la domination des hommes sur les femmes. N'oubliez pas que le droit de vote des femmes est très récent. Donc revenons à la bonne vieille tradition de ces femmes qui ne s'expriment pas. Bon, soyons sérieux, ça n'a aucun sens. On pourrait justifier le viol, on pourrait justifier la guerre. Rappelons-nous qu'elle a été pendant longtemps l'activité noble par excellence. Donc là, avec ce que j'ai expliqué précédemment, on comprend que Aurélien représente le faible, enfin l'archétype du faible de Nietzsche, ce qui promeut des valeurs décadentes, comme le féminisme. C'est décadent parce que ce n'est possible que dans une civilisation, que
dans une société d'hommes domestiqués. Nous sommes définis par notre évolution. Et il y aurait évidemment quelque chose de la dissonance cognitive à accepter cette évolution partout, sauf dans le domaine alimentaire. Et voilà, il prône l'évolution. Et on voit le résultat. Je veux dire, c'est lui, c'est sa personne, c'est exactement ce qu'il est. C'est un végétarien, un homme domestiqué, civilisé. Il est faible physiquement, hein, ça se voit, il est émacié. J'aimerais bien le voir torse nu, voir à quel point il est maigre. Il est aussi décadent par sa morale, hein, la morale du faible, le féminisme. Et aussi, oui, physiquement, on voit qu'il doit être carencé ou quelque chose, parce que rien que son visage, il a les joues creuses, il a les yeux enfoncés dans ses orbites. Donc il doit manquer vraiment de quelque chose, sûrement de gras, ça c'est sûr, mais aussi de plein d'autres choses. Et le troisième axe de justification est le plus intéressant. Je crois que c'est le seul argument qui est parfois utilisé de façon honnête. Et qui finalement consiste à dire, après tout, les animaux, enfin certains animaux le font aussi. Les animaux mangent de la viande, et après tout, ce serait peut-être une forme de spécisme que d'interdire à l'homme ce que nous autorisons aux animaux. Après tout, le végétarisme serait un anthropocentrisme qui s'ignore comme tel. Alors cet argument est juste dans sa structure, mais il est faux dans sa nature. Parce qu'il suppose, ou feint de supposer, que les prédateurs maximisent leur impact et leur destruction et leur mise à mort sur leur environnement. Ce qui est factuellement toujours faux. Les prédateurs tuent à la mesure de ce qu'ils jugent utile. Alors on a beau jeu de toujours rappeler ce cas extrêmement rare dans le règne animal, des chats qui effectivement parfois tuent des souris sans les manger. C'est vrai, ça existe. Très bien. Intégrons le plaisir dans ce qu'on juge utile. Il n'en demeure pas moins que les lions n'écrasent pas des fourmis. Donc, enfin pas volontairement en tout cas. Donc il est évidemment faux que chaque prédateur, pour exercer son être de nature, si tant est même que ce concept ait un sens, doive maximiser son impact sur l'environnement. En fait, il a tort parce que on est des prédateurs par nature. Ça se voit rien que dans notre comportement, rien que le sport par exemple. Le sport, c'est quelque chose qui mimique la chasse. Le foot, hein, on court après un ballon. Le ballon, c'est la proie. Simplement les sports de combat. Voilà, le tir à l'arc, le tir sportif, le tennis, enfin, toutes ces choses-là, c'est pour mimiquer la chasse, parce qu'on est des prédateurs, c'est notre instinct de prédateur qui parle à travers le sport. Il blâme notre consommation de viande sur la destruction de la nature. En fait, il devrait plutôt blâmer la civilisation, les hommes domestiqués, parce que c'est plutôt eux qui détruisent la nature. Les Amérindiens, eux, ils ont vécu pendant des milliers d'années. Ils sont barbares et sauvages, ils ont vécu pendant des milliers d'années avec la chasse, ils n'ont pas détruit leur environnement. Ceux qui ont détruit leur environnement, c'est les Européens, qui, quand ils sont arrivés, c'était des hommes domestiqués, des hommes civilisés, et ils ont tout buté. Ils ont buté quasiment tous les bisons. Ils les ont réduits quasiment à l'extinction. Pareil pour plein d'autres espèces, ils les ont réduits à l'extinction. Alors je crois que dans cette situation, pour aller de l'avant, il faut recourir au droit. Je crois qu'il faut accorder des droits aux animaux. Parce que le légal, c'est le moment où on considère que l'éthique individuelle ne suffit plus. Et je crois que c'est aujourd'hui le cas. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'en tenir dans la sphère humaine où chacun fait ce qu'il veut. Non. On ne peut pas dire les parents tuent ou non leurs enfants, après tout chacun fait ce qu'il veut. Non, pourquoi ? Parce qu'une tierce personne est concernée. Parce que l'enfant est concerné et que le droit protège l'enfant, lui confère des droits alors même qu'il n'a aucun devoir. Et je crois que c'est ce modèle qu'il faut aujourd'hui reproduire. Évidemment, il y a un risque liberticide. Personne ne souhaite voir sa capacité d'action réduite par des lois. Mais je crois que de ce point de vue, il faut être clair. N'oublions pas que du point de vue de l'opprimé, c'est précisément la loi qui libère. Ça, c'est sûr. Et du point de vue de l'oppresseur, c'est-à-dire nous, je crois qu'en l'occurrence, c'est aussi la loi qui libère. Parce qu'en réalité, même égoïstement, nous aurions tout à gagner à un rapport apaisé avec les autres vivants. Je crois que cela ouvrirait même un très considérable champ de possibles et déploiement d'actions envisageables. Oui, alors là, ce que Aurélien veut, enfin d'ailleurs c'est ce que les faibles veulent, les esclaves veulent, c'est de limiter les possibilités d'action
des forts, des puissants. Il parle aussi de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est une notion qui est absolue. Soit on l'a, soit on l'a pas. Il n'y a pas de entre-deux. Comme par exemple en France, la liberté d'expression, en fait, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'il y a des lois comme la loi Fabius-Guesso qui interdit de dire quelque chose. Contrairement en Amérique, aux USA, là c'est une liberté d'expression absolue. On peut vraiment dire tout ce qu'on veut. C'est comme la loi de la nature. Pour qu'un individu, pour qu'un animal dans la nature puisse s'épanouir, il va forcément, par exemple, manger un autre individu. Que ce soit un végétal ou que ce soit un animal. Voilà, pour qu'un lion s'épanouisse, il faut qu'il mange une proie. Et c'est au détriment de la proie qui, elle, ne va pas s'épanouir. Pour moi, là, Aurélien a une morale de faible. Et aujourd'hui, ceux qui gouvernent, ce sont les faibles. Nietzsche parle d'un éternel retour ou éternel recommencement, je sais plus trop les termes. Il y a toujours un cycle. C'est les hommes forts créent des temps bons, les temps bons créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles, et les temps difficiles créent des hommes forts.